Bonjour à tous, merci beaucoup Daniel. Par contre, effectivement, j'ai déjà fait une présentation sur la partie microservices et je sais d'ailleurs que Anne-Françoise t'a déjà demandé de couper ton micro pour revenir sur l'entrée du webinaire. Mais donc aujourd'hui, oui, je vais vous présenter toute la partie un peu plus cloud security et comment on a dû s'adapter avec le Covid-19. Donc, au niveau de l'agenda, je vais revenir sur quelques chiffres clés par rapport au Covid-19, comment on l'a vécu un peu chez NRB, comment on a dû s'adapter. Et alors après, essayer de vous présenter différentes solutions. D'abord le client to site, un peu l'approche traditionnelle qu'on a utilisée, enfin qu'on utilise encore beaucoup chez nous. Des solutions type plus proxy in the cloud. Je reviendrai sur les différentes solutions qu'on a testées, qu'on a regardées. Le Cloud Access Security Broker et le Secure Access Service Edge, plus connu sous les SASI. Donc, au niveau Covid-19, évidemment, d'un jour à l'autre, ici c'est la deuxième vague, donc elle était un peu moins forte et un peu moins marquée que la première. Mais donc on est passé de 15 à 20% à 80-90% de télétravail. Bien sûr, c'est les plateformes sur lesquelles on fait le télétravail, donc les gateways, le gateway VPN, se sont révélées parfois pas assez puissantes pour certains de nos clients. Et donc, on a dû s'adapter ou alors les clients ont dû se positionner, par exemple, pour demander à leurs employés d'utiliser le moins possible le VPN, d'utiliser le VPN que quand c'est nécessaire. Et par exemple, pour tout ce qui est Office 365, qui est hosté dans le cloud, ne vous connectez pas au gateway VPN, comme ça vous laissez les personnes qui doivent vraiment se connecter au gateway VPN travailler à distance de façon optimale. Donc ça, on a eu des comportements comme ça. Mais par contre, le côté très positif, c'est que les différents partenaires, enfin, façon de parler positive, mais les différents partenaires, genre Cisco, F5, Palo Alto, ont tous réagi de la façon en disant si la plateforme physique supporte la charge de travail que vous devez prévoir pour 100% de télétravail, on vous donne gratuitement les différentes licences. Donc là, on a eu des licences temporaires qu'on a dû reconduire 3 mois par 3 mois et qui sont installées sur nos différents passerelles maintenant de Gateway VPN. Donc, en fait, des chiffres. Donc là, maintenant, je vais vous présenter une série de chiffres qui vient d'une recherche de Microsoft. Donc là, un des premiers chiffres, c'est 45% des employeurs demandent à leurs employés d'utiliser leurs équipements personnels, donc les devices, les PC personnels, éventuellement les GSM, etc., les smartphones, afin de travailler à distance. Donc ça signifie que les personnes, quand elles sont chez elles, elles vont utiliser éventuellement leur PC privé, et ils vont travailler avec, ils vont télécharger des documents Word, des documents Excel, etc. Ils vont les traiter et après les réuploader, peu importe par quel moyen. Mais donc, tout ça sur des équipements qui ne sont pas maîtrisés par l'entreprise, sur lesquels il n'y a peut-être pas d'antivirus, sur lesquels il y a peut-être le soir des enfants qui jouent, etc., etc. Donc, avec risque de perte de données, risque éventuellement de fuite de données, un enfant qui télécharge un virus qui est installé et qui fait une fuite de données, ça pourrait très bien arriver. On a 30% des travailleurs qui utilisent leur compte email personnel à des fins professionnelles. Donc là, moi j'ai connu des gens qui m'ont dit, effectivement, depuis la maison, j'ai pas accès à mes emails pro, donc j'utilise mon compte Gmail par exemple pour échanger des données, soit avec des clients, soit avec des partenaires, soit avec des collègues. Et donc là, ça représente aussi un besoin qui n'est pas répondu au niveau professionnel. Donc on a eu aussi 43% des travailleurs accèdent à des documents professionnels sans restriction quand ils travaillent à domicile. Donc c'est ce que je vous disais, donc une fois qu'on va utiliser évidemment un PC personnel, il y a peu de chances où on pourrait très bien faire un tunnel VPN, mais il y a des chances qu'on rapatrie des documents sur le PC personnel et qu'on va l'exploiter, ce document, etc., etc. Et ce document va vivre au niveau du monde, sur l'équipement personnel, sur le PC personnel, et va être après pour être plus facilement exploitable. Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas d'antivirus, par exemple, sur le PC personnel, il est tout à fait possible que ce fichier soit exploité par quelqu'un d'autre à travers un virus.
Ça, c'était un chiffre qui m'a fort interpellé. Donc, 50% des noms de domaine liés au Covid-19 pourraient être liés à des logiciels malveillants. Donc là, en fait, on se retrouve devant des hackers qui n'ont pas du tout les mêmes contraintes opérationnelles que nous, où on doit s'assurer que nos employés puissent travailler de la maison du mieux possible, le plus sécurisé, etc. Et en fait, eux, peu importe, ils sont là, ils sont sur Internet et ils vont exploiter l'actualité. Donc ici, par exemple, on a vu donc 50% des noms de domaine liés au Covid-19 sont potentiellement liés à des logiciels malveillants. Et c'est toujours, la source est toujours Microsoft, hein. Et donc là, ça veut dire qu'effectivement, ces personnes-là vont, par exemple, ils ont créé des sites Internet avec des noms de domaine liés au Covid-19, spécialement, par exemple, pour faire du phishing, donc rediriger des utilisateurs vers des sites web et capturer des identifiants ou des choses comme ça. Mais, par exemple, ils ont aussi créé des sites web d'e-commerce, parce qu'en plus, ils sont très bien faits. Et donc, ils ont créé des sites web d'e-commerce, par exemple, pour vendre des masques et des choses comme ça. Donc, quand il y avait la crise où il n'y avait pas beaucoup de masques, au début mars, avril, etc., là, on s'est rendu compte, enfin, il y a eu des sites web d'e-commerce qui ont été créés rien que pour ça. Et donc, des gens ont dépensé de l'argent là-dessus et se sont rendus compte ils n'ont jamais reçu les masques, bien entendu. Merci Anne-Françoise. Donc 26% des personnes travaillant à distance ont subi une cyber attaque. Ça, en fait, c'est la conclusion du télétravail en masse à distance, parce que en fait, les personnes qui utilisent leur PC personnel ont potentiellement subi une attaque. Donc en 2019, on a eu 13 milliards d'emails qui ont été bloqués. Donc ça, c'est juste pour donner des chiffres de grandeur. Et 1 milliard de sites ont été bloqués dans le but de voler des identifiants. Donc là, je trouve ça super important, comme ça donne une idée en fait de l'ampleur de tout ce qui est phishing, etc. Et on voit bien que l'attaque qui fonctionne le mieux, c'est quand on envoie un email de phishing, qu'on demande à quelqu'un de se connecter, etc. Et c'est pour ça que les hackers vont investir beaucoup de temps à faire de mieux en mieux des emails qui ont une belle en-tête, etc., qui ressemblent vraiment, par exemple, à l'email de notre banque ou des choses comme ça. Et donc là, ils vont investir, eux, beaucoup de temps, améliorer cet aspect d'attaque. Et par exemple, et ça, je pense que ça vient du fait que dans les différents graphes que j'ai vus au niveau de l'Internet, c'est principalement, par exemple, en Europe, l'Angleterre qui se fait attaquer, beaucoup plus que la Belgique. Et j'imagine que ça vient de la langue. C'est beaucoup plus facile de faire des beaux mails qui sont en anglais que nous, si on reçoit un email, par exemple, en anglais de notre banque, on va déjà se dire, bah, tiens, c'est bizarre, etc. Donc, je pense que ça vient peut-être de là. Un autre chiffre qui m'a fort interpellé, c'était que la durée maximale des attaques DDoS a augmenté de 264% entre le Q1 2020 et le Q1 2019. Donc on a eu une explosion en termes d'attaques. Et alors on peut se demander pourquoi faire un DDoS. Et en fait, il y a des personnes ou des hackers, en mars, ils ont lancé des attaques vers un site américain qui est le Health and Human Services. Et en fait, ce site publie des advertisements au niveau de la pandémie, des statistiques, etc., de façon globale, et ça permet en fait aux employés de vérifier les données. Et en fait, pendant que ce site-là était sous DDoS, il y a eu une inondation au niveau des réseaux sociaux de fake news et qui a circulé, etc. Et donc là, on s'imagine que ce sont les mêmes hackers, on n'est pas sûr évidemment, mais on s'imagine que c'est les mêmes hackers qui ont publié des fake news, et afin que les gens ne puissent pas vérifier la véracité des fake news, ils ont mis dans le site qui lui sert de référence. Donc ça peut être, ça peut être une des raisons pourquoi utiliser des DDoS. Et plus près de chez nous, on a eu des cas également, c'était en Allemagne avec Liferando et aux Pays-Bas avec Toys Buzzard, qui en fait, eux, sont des sites internet qui font des livraisons de nourriture à domicile. Et en fait, eux, ils se sont retrouvés capables d'accepter les commandes. Ils n'ont pas eu de problème pour accepter les commandes. Ils ont eu un DDoS, mais ils ont pu accepter les commandes, mais ils ont été incapables de les processer. Donc, ils n'ont pas pu
s'arranger pour les délivrer, etc. Et donc, ils ont dû rembourser leurs clients. Et en plus de ça, les hackers ont demandé une rançon de 10 000 euros pour arrêter l'attaque. Donc, avec tous ces chiffres-là, donc on s'imagine maintenant effectivement qu'il faut bien se concentrer pour essayer de sécuriser nos employés. Et donc, on va passer au VPN Client-to-Site. Donc, le Client-to-Site, c'est un peu la solution traditionnelle. On n'a pas... je veux dire, vraiment, c'est une infrastructure traditionnelle. On va demander à nos employés d'utiliser un client VPN, se connecter vers un gateway VPN, et à partir de là, ils vont bénéficier des accès comme s'ils étaient à l'intérieur du réseau. Donc, soit au niveau des branch office, soit au niveau des headquarters. Et donc, ils vont simplement, par exemple, pour aller sur Internet, traverser les différents gateways VPN ou gateway URL filtering qu'on aurait mis en place. Ça pourrait être un proxy ou un next-gen firewall avec de l'URL filtering activé. Et donc, ils vont surfer à travers cette plateforme-là et pouvoir accéder comme s'ils étaient à l'intérieur du réseau. Donc là, c'est vraiment une solution qu'on va articuler autour d'un data center. Et donc voilà. Mais on peut faire de très belles solutions. Par exemple, chez NRB, ce qu'on a mis en place, c'est une solution Always On VPN qui permet en fait à l'employé, pour que ce soit très confortable pour l'end-user, une fois que le PC pro a une connectivité vers l'Internet, il va directement établir son tunnel VPN et s'authentifier de manière forte, etc. Et donc là, ce qu'on a mis comme security check, parce qu'on voulait que ce soit très confortable pour l'utilisateur, qu'il y ait zéro interaction. Donc, une fois qu'il a une connexion Internet, il est connecté au réseau de l'entreprise. Mais alors, pour vérifier que c'est bien l'utilisateur, que c'est bien un PC maîtrisé, etc., on a fait toute une série de checks, par exemple, le check du User Certificate. On a vérifié que l'utilisateur faisait bien partie d'un groupe dans l'Active Directory. On a vérifié, par exemple, que le PC faisait bien partie du domaine. On a vérifié que l'antivirus qui est installé sur le PC fait bien partie, est bien l'antivirus corporate et qu'il est bien mis à jour. Donc, on s'est vérifié, par exemple, la base de données de logiciels antivirus a été mise à jour dans les 3 derniers jours, par exemple. Et on a vérifié également que le disk encryption au niveau du PC était validé. Et donc ça permet en fait d'avoir une solution très user-friendly pour le end-user et facile à déployer parce que les utilisateurs ne s'en rendent même pas compte, n'ont aucune interaction à faire avec le client VPN. Donc, pour revenir un peu sur d'autres solutions, là, on va aller sur la partie proxy in the cloud. Donc, on a le VPN Client-to-Site qui est certainement une solution et la partie proxy in the cloud également. Donc là, éventuellement, pourquoi ça pourrait être intéressant, c'est en cas de crise, comme on a connu en mars et maintenant au mois d'octobre, on pourrait décider en tant qu'administrateur, OK, notre gateway VPN ne tient pas la charge au niveau du trafic. On ne peut pas encaisser, par exemple, 1000 utilisateurs concurrents sur notre gateway VPN. Du coup, on a quand même envie de les sécuriser et on va activer une solution de type proxy in the cloud. Donc ça, et alors après, on peut la conserver parce que ça peut amener pas mal de bénéfices. Mais donc là, par exemple, ce que ça permet de faire, c'est aussi, ça va nous permettre de protéger en fait les utilisateurs qui sont à distance et de proxifier tout leur trafic Internet. Et donc, chaque fois que l'utilisateur ira sur Internet, le flux va passer par un cloud. Ça peut être le cloud Palo Alto, ça peut être Cisco avec la solution Umbrella, ça peut être Zscaler ou éventuellement Netscope. Donc, on a regardé un peu ces 4 solutions-là. Il en est sorti que, chez NRB, au final, on a choisi la solution Umbrella parce qu'elle se base aussi également uniquement sur la partie DNS. Et donc, ça veut dire que l'utilisateur, quand il est à la maison, tout son trafic DNS, en fait, va être proxifié par le cloud Umbrella et directement à ce niveau-là, il y aura une sorte de URL filtering qui est fait sur base des DNS, et ça représente un certain avantage. Et donc, bien sûr, sur ces solutions-là, on va identifier les utilisateurs, on va pouvoir faire du filtrage d'URL et on va pouvoir décrypter les sessions SSL, donc le trafic HTTPS qui va passer à travers ce cloud-là va être décrypté. Bien sûr, pour ça, ce n'est pas uniquement en se basant sur la solution DNS, il faut s'arranger
pour que l'utilisateur ait une sorte de proxy pack ou un agent qui, lui, va dire que tout le trafic HTTPS doit passer par le cloud qu'on aurait choisi. Et alors, une fois qu'on a décrypté les sessions SSL, on va pouvoir faire le threat prevention et le sandboxing. J'ai connu à une époque, parce qu'on sait très bien que pour la décryption SSL, on ne peut pas décrypter toutes les catégories, par exemple tout ce qui est finance, lié à l'inbanking, etc., et tout ce qui est lié à la santé, ne peut pas être décrypté. Et donc à l'époque, j'ai connu des hackers qui avaient targeté une institution financière et qui avaient fait des sites de phishing, un site qui ressemblait à un site normal, et qui avait envoyé des emails qui avaient envoyé des emails pour essayer d'attirer les employés de cette institution financière vers le site malveillant. Et en fait, ces personnes-là, les hackers, quand ils ont envoyé le lien, ils se sont rendus compte que leur site n'était pas catégorisé et qu'il allait être décrypté. Et donc, s'ils essayaient de faire passer à l'intérieur du tunnel SSL un virus, il allait être bloqué certainement par les plateformes d'antivirus, etc., qui tournaient dans la banque. Et donc là, ce qu'ils ont fait, les hackers, qui étaient très intelligents, ils ont contacté, c'était Blue Coat à l'époque, ils ont contacté le site review de Blue Coat et ils ont demandé de recatégoriser leur URL en financière parce qu'ils avaient fait une sorte de blog financier. Donc les personnes de Blue Coat ont été sur la page, ils ont constaté que c'était effectivement un blog qui parlait de la finance, et donc ils l'ont recatégorisé. Et donc moi j'ai déjà dû le faire personnellement plusieurs fois, recatégoriser une URL, ça prend maximum 24 heures. Et donc là c'est des gens comme vous et moi qui vont regarder une page, qui vont aller recatégoriser ça, etc. Donc là, et donc là, après, l'attaque, elle a pu passer, et la seule barrière de protection qui reste à ce niveau-là, c'est uniquement au niveau du poste de travail et donc l'antivirus. Et c'est pour ça que je pense que la session de ce matin avec Michel et Michael était très importante, vraiment sur la partie EDR, essayer d'être un peu plus réactif par rapport à toutes ces menaces. Donc maintenant, on va passer sur la partie Cloud Access Security Broker, donc le CASB. Donc, en fait, le CASB, pour moi, il y a 3 modes. Donc, le but vraiment du CASB, c'est de protéger les applications SaaS, comme Office 365, Salesforce, ServiceNow, etc. Il y a plein d'applications que peut protéger les CASB. Pour moi, il y a 3 modes. Il y a soit on fait des API calls, donc c'est le CASB qui, lui, va aller interroger, par exemple, les API de Office 365 et lui demander, donne-moi toutes les pièces jointes qui sont attachées, toutes les pièces jointes aux emails, et je vais les analyser, je vais faire du sandboxing, et je vais vérifier qu'il n'y a pas de menace à l'intérieur des fichiers, qu'il n'y a pas un fichier PDF ou un fichier Excel avec une macro qui va commencer à modifier des Windows registry ou des choses comme ça. Donc, il va scanner cette partie-là. Le seul désavantage de cette solution-là, parce qu'elle est hyper simple à mettre en place, il suffit juste de créer des access keys, etc. au niveau des applications SaaS, on les rentre dans le CASB, il va les scanner pour nous, et on reçoit un résultat direct qui va dire, ben voilà, on a changé tel fichier, etc. Telle personne a envoyé 10 cartes de crédit, donc la partie DLP, vers tel compte email. Le seul problème avec cette solution-là, c'est qu'on est réactif. On est au courant de la fuite de données, on est au courant de l'attaque potentielle qui a eu lieu, mais on ne peut pas la bloquer pendant qu'elle a lieu, parce qu'on fait juste des API. Donc, pour contrer ce mode-là, on va faire un mode, on va dire, plus préventif. Et donc, sur cette partie-là, en fait, en préventif, on va devoir s'arranger pour que tout le trafic qui doit accéder à ces applications, donc Office 365, etc., tout ce trafic doit passer par le CASB. Et donc là, on va travailler en mode reverse proxy. Et donc simplement, ce qu'on va dire, par exemple sur Office 365, la personne va aller sur portail.office.com et en fait, il va il va rentrer son email. Et puis, quand il va rentrer son email @nrb.be, il va être redirigé vers son company page, qui va être la page d'authentification du CASB. Par exemple, ici, c'est l'exemple avec BigClass. Et là, on va rentrer ses credentials, on va s'authentifier, et donc il va servir au niveau IDP pour la partie Office 365. Et alors, au lieu de leur diriger après vers portail.office.com,
il va leur diriger vers www.office-com-us.biglass.net. Et donc, il va rediriger cet utilisateur-là. Et donc, ça permet à BigGlass, en fait, d'avoir une sorte de wildcard pour dire, OK, je protège toutes les applications office.com. Et en fait, les utilisateurs, au lieu d'aller sur portail.office.com, ils iront vers une URL qui appartient à BigGlass et qui a un certificat signé pour BigGlass. Et donc, c'est tout à fait légitime. Et donc, on n'aura pas de warning au niveau certificat. On va pouvoir surfer et atteindre les applications telles que Microsoft, Office 365, etc., à travers ce reverse proxy. Et ce reverse proxy va pouvoir envoyer, scanner les images, etc., scanner les pièces jointes, scanner par exemple les OneDrive et des choses comme ça, en direct quand on essaye d'accéder des données. Il va également, le troisième mode pour sécuriser les CASB, c'est par exemple ce qu'on peut faire, c'est installer un syslog, on va dire, façon de parler, mais un syslog forwarder au niveau de notre réseau qui va forwarder les logs, par exemple des firewalls, des gateways VPN, etc., à travers vers le cloud. Et lui, il va les analyser et essayer de découvrir tout ce qui est Shadow IT. Par exemple, il va pouvoir dire que, en fait, il y a beaucoup d'utilisateurs dans votre réseau qui utilisent Box, qu'on voit ici à l'écran, qui n'est pas l'outil corporate. Il devrait plutôt utiliser une autre solution de type OneDrive ou des choses comme ça, plutôt Microsoft. Donc là, on va pouvoir faire des recommandations à nos utilisateurs directement. Donc le dernier point, c'est le Secure Access Service Edge, donc les SASI. Et donc là, en fait, c'est simplement une évolution en fait du mode CASB. C'est exactement la même chose, sauf qu'ils vont offrir plus de solutions. Ils vont se positionner vraiment au centre de la connectivité des différentes solutions qu'on va utiliser. Donc, par exemple, de nos applications cloud, Salesforce, Office 365, de nos tenants dans le cloud, sur AWS, Azure ou IBM Cloud ou Google Cloud, peu importe. Ils vont se connecter à notre data center, à notre branch office avec des gateways VPN simplement, et puis ils vont autoriser nos utilisateurs à se connecter à ce portail. Et à partir de là, en fait, l'utilisateur étant identifié, on va pouvoir appliquer un Zero Trust Network. Donc, on va pouvoir, l'utilisateur, s'il n'est pas authentifié, il n'a accès à rien du tout. S'il est authentifié, il va bénéficier des droits spécifiques qui lui sont assignés, ou à son groupe, bien sûr, etc. Et alors, on va pouvoir, avec la solution SASI, s'approcher de solutions SD-WAN pour interconnecter les utilisateurs. Et donc là, on va vraiment, les utilisateurs, les data centers, etc. Donc, vu que tout est connecté au niveau du SASI, tous les utilisateurs vont pouvoir accéder à toutes leurs applications comme s'ils étaient à l'intérieur du réseau, à l'intérieur d'une branch office, etc. Donc, en termes de conclusion, what's new? Vraiment, ici, par rapport à cette présentation aussi, c'était vraiment une forte augmentation de la demande en mode télétravail. Et alors, et pas mal de nouvelles techniques. Donc, les hackers, et je répète, ils s'adaptent beaucoup plus vite que nous. Ils n'ont pas les mêmes contraintes opérationnelles, donc ils vont être beaucoup plus réactifs au niveau de l'actualité, etc. Et alors, what's next? Clairement, après, ça dépend un peu de vos solutions, mais c'est utiliser les technologies cloud afin de pouvoir bénéficier de l'élasticité qu'ils vont proposer. Faire évoluer notre offre digitale. Par exemple, je pense à l'offre, les applications, par exemple, toutes les formulaires papier, etc., en mode télétravail, ça ne fonctionne plus. Par exemple, chez NRB, on avait des solutions, on fonctionnait encore avec le papier pour tout ce qui était, par exemple, note de frais, et on a digitalisé ce produit-là. Bien sûr, c'est former les utilisateurs, ça va être hyper important de dire aux utilisateurs, faites attention au phishing, etc. C'est très agressif dans ces temps de crise. Faites attention sur les liens que vous cliquez. Et alors, éventuellement, et ça c'est plus une pensée personnelle, c'est utiliser des alternatives au mot de passe. Donc, plus utiliser tout ce qui est empreinte digitale, les reconnaissances faciales, etc. Plutôt que les mots de passe qui sont souvent les mêmes sur les différentes applications, etc. Et donc, essayer de protéger cette partie-là.